Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour! Bienvenue au Salon du Livre de Montréal, l'édition 2020. Une édition très spéciale, en fait, une édition 100% virtuelle, mais pas le moins complètement livresque. Je me présente, Nicolas Aumet, je suis auteur-traducteur et animateur. Aujourd'hui, je suis ici pour une raison bien particulière, en fait, c'est pour animer une table ronde pour célébrer, entre autres choses, les livres, parce que c'est la fête du livre, n'est-ce pas, le Salon du Livre virtuel ou pas. Célébrer ceux qui les écrivent et ceux qui les publient. La table ronde a pour titre « L'écriture jeunesse, parlons-en ». À travers la table ronde de 60 minutes, je vais vous inviter, lorsque les auteurs et les autrices vont intervenir, d'écrire vos questions, vos commentaires, vos réflexions, parce qu'on m'a donné ce truc pour vous suivre, alors que ce soit un bon investissement, servez-vous-en. Parler de la littérature jeunesse, justement, la collection Le Meillac Jeunesse le fait, et ce avec brio depuis 10 ans. D'ailleurs, 3 de ces livres ont déjà remporté le prix du gouverneur général et 5 autres le prix des libraires du Québec, ce qui est quand même pas rien. Cette collection offre à une myriade de lectrices et de lecteurs de tous les niveaux des récits qui se démarquent par plein de choses, qui se démarquent par la qualité de leur vocabulaire et par la capacité des autrices et des auteurs de la collection de se mettre au niveau du lectorat visé. Là, j'imagine que la caméra elle a quand même un grand plan, donc vous voyez que je ne suis pas seul. Évidemment, qui dit roman dit autrice et auteur. Il me fait plaisir d'abord de voir du monde et ensuite d'accueillir Gabrielle Delamere. Bonjour. Bonjour. Marie Spagé, bonjour. Bonjour. Et Jean-François Sénéchal, bonjour. Bonjour. Bienvenue. À travers cette table ronde, comme je te disais, on va se poser des questions, des réflexions autour de vos œuvres, autour de la maison d'édition et autour aussi du lectorat à qui sont voués vos différents ouvrages de fiction. Alors, question ouverte avant d'aller dans l'intimité de vos ouvrages. J'aimerais aborder une question autour de la collection, en fait, dans laquelle figurent vos romans, une collection qui célèbre 10 ans quand même. Le Meillac Jeunesse, on le su depuis la première année, je pense. C'est une maison qui a un talent indéniable pour mettre de l'avant des ouvrages qui abordent des sujets reliés à des enjeux sociaux. C'est vrai, je vais avoir un torticolis à la fin, les amis, mais ça vaut la peine, je vais tous vous regarder. Des sujets reliés à des enjeux sociaux, bien présents dans la vie, dans le quotidien des ados, des jeunes adultes. Donc, qu'est-ce qui est différent? Premièrement, j'aimerais dire, j'ai déjà un ami qui me dit ça doit être facile, on écrit pour des enfants, c'est facile. Que nenni, et ça, mais maintenant, c'est à vous de me répondre. Qu'est-ce qui est différent, du moins? Lorsqu'on écrit pour un lectorat un peu plus jeune, même jeune adulte, parce que pour moi, vu qu'on est un peu plus vieux, c'est encore des enfants, c'est quoi les défis pour écrire pour ce lectorat-là? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Gabrielle, je t'en prie. Je vais me lancer. Moi, je trouve que le défi, c'est de prendre vraiment la voix d'un jeune. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai été jeune quand même, mais de se rappeler, tu sais, comment on envisage, comment on perçoit les choses à ces époques-là, mais j'aime quand même aborder les sujets sans trop vulgariser ou... Je sais qu'en étant jeune, on est quand même intéressé à des sujets qui sont plus sérieux puis qui sont plus vieux. Donc, ça, c'est important pour moi. Donc, le défi, c'est plus se mettre à la place, peut-être, dans la peau du jeune narrateur. Puis souvent, ce que j'aime à travers ce que tu dis, c'est que les jeunes, puis ça, c'est un défi, puis vous avez su le relever à travers vos ouvrages, mais plein d'autres auteurs aussi, c'est qu'ils ne sont pas abrutis, les ados puis les jeunes adultes, puis sont ouverts et sont prêts à recevoir bien des sujets. Il suffit de savoir utiliser les bons mots.
Je pense comme tu le dis. Quelqu'un d'autre voudrait se lancer un peu sur les défis reliés à l'écriture pour un lectorat jeunesse. En fait, pour Jean-François. moi, je crois que la grande différence, c'est l'âge des personnages, en fait. Parce que une fois qu'on a déterminé l'âge du personnage, je pense que j'écris pas de façon très différente que j'écrirais pour les adultes, en fait. On détermine un certain, un certain nombre de paramètres, puis à partir de ce moment-là, je pense qu'il ne faut pas écrire pour les ados. Moi, du moins, c'est pas ce que je fais, mais écrire avec des ados, avec des jeunes. Alors, c'est ce que je répondrais, en fait, pour... Et puis ensuite, se mettre dans la peau, écoute... mon personnage, par exemple, pour Le Boulevard est jeune, effectivement, il a 18 ans, mais il y a une déficience intellectuelle. Alors, je crois que tout personnage qu'on écrive pour les adultes ou pour les jeunes, il faut avoir la capacité de se mettre dans sa peau ou avoir assez d'empathie, finalement, pour être capable de s'engager, finalement, et puis de lui donner une voix qui est juste. Oui. Tout à fait. Alors, choisir les bons mots, avoir un regard empathique aussi et s'allier à eux plutôt qu'écrire pour eux. Maryse, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je vais vraiment dans le même sens que mes collègues. Il y a toujours le défi de peut-être quand même faire un petit peu attention au message qu'on veut véhiculer. Puis un autre défi, c'est dans les dialogues pour être le plus vrai possible. Alors, c'est toujours bon d'avoir... Moi, je suis un peu plus loin que Gabriel de cette jeunesse, mais j'ai quand même mes sources fiables qui peuvent m'aider, qui peuvent peut-être réviser un peu les dialogues. Mais je suis beaucoup entourée de jeunes, alors ça aide quand même. Oui, donc c'est rester proche de son public, puis pas juste écrire pour ce public, mais savoir être proche et puis le concerter de quelque sorte. La collection Le Maillac Jeunesse est connue, mais plus spécifiquement, vos ouvrages, ils dépeignent des thématiques très humaines qui sont amenées souvent de manière très poignante. Il y a toujours un moment qui est poignant dans vos livres. Est-ce que vous pouvez expliquer, avant qu'on rentre en détail dans chacun de vos livres, comment une idée, un concept, une émotion ou voire une rencontre devient le sujet d'un livre de fiction? Comment est-ce qu'une simple émotion, parfois ça peut partir d'une émotion, peut-être ça a été le cas pour vous, ou c'était une rencontre ou autre chose, mais comment est-ce que ça devient vraiment le sujet de toute une œuvre de fiction? Mais c'est une bonne question, mais moi, c'est parce que souvent, je fais beaucoup d'écriture automatique, puis ça finit par donner un tout, parce que j'ai décidé que ça allait être un tout, mais on dirait que le processus, il n'est pas clair pour moi. Je le couche sur papier, puis je le peaufine après. Peut-être que Maryse, t'as un autre... En fait, moi, je pars toujours d'un truc qui me dérange. S'il y a quelque chose là, qui me titille en dedans... que ce soit au niveau d'inégalité sociale, que ce soit quelque chose que je vois aux nouvelles qui me dérange, c'est de là que va partir mon idée. C'est de là que je vais bâtir l'histoire, trouver mes personnages. Et il va se passer quelque chose parce que vu que ça me dérange, ça va vraiment venir de mes tripes. Est-ce qu'à ce niveau-là, donc, ton écriture devient un peu un... Comme j'entends Gabrielle dire, elle, c'est d'un trait, mais toi, si tu entends quelque chose qui te dérange, est-ce que ça devient un exutoire de mettre ça par écrit? Totalement. Totalement. Je pourrais donner un exemple rapidement dans Rap pour violoncelle seul. Ça a été une sorte de thérapie pour moi parce que mon plus jeune fils a fait un grave accident. Et mon personnage le fait aussi. C'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes os qui se sont brisés exactement. Mais bref, ça, pour un parent, là, j'avais vécu un peu un choc post-traumatique, je dirais. Alors ça m'a vraiment aidé énormément à l'exorciser. C'est pas toujours comme ça dans tous les livres, là, on s'entend. Faudrait pas que ce soit si dramatique, mais totalement, oui. Puis l'écriture devient pas... Je ne vais pas faire clinique, là, dire que ça devient une sorte de thérapie, mais autant qu'il y a des gens qui vont
qui vont peindre une toile, ils vont vraiment exorciser à travers l'art. Puis l'écriture, on se l'entend, c'est de l'art. Et toi, Jean-François, est-ce que tu peux expliquer comment un concept ou, je sais pas, dans ton cas, peut-être une émotion, une rencontre devient un sujet d'œuvre de fiction et c'est pas rien de le faire en fiction, de prendre quelque chose de réel, puis il faut quand même le fignoler, le traficoter pour que ça devienne de la fiction. Moi, c'est souvent une espèce de constellation de choses, finalement, qui finissent par donner un roman. Ça peut être des lieux, ça peut être effectivement des idées. On parle aussi beaucoup tout le temps, enfin, je crois que les auteurs en général, là, leur sensibilité est beaucoup mise à profit dans ce qu'ils écrivent. Mais je pense que le plus important, pour moi, c'est le personnage, en fait. Quand j'ai trouvé le bon personnage, pour moi, un personnage qui peut me mener, finalement, que j'ai le goût de suivre, en fait, moi-même, à travers tout le roman, en fait, c'est là que je crois que j'ai l'impression que je peux vraiment m'engager dans l'écriture, parce que je pense que si j'ai le goût, moi, de suivre ce personnage, ben peut-être que les lecteurs vont aussi vouloir le faire à leur tour, en fait. Et puis je me rends compte, ben peut-être, je sais pas si ça a été le cas, puis c'était pas prévu, mais pensez-y, puis quand je vais aborder chacun vos livres, vous pourrez me répondre, mais j'ai l'impression que vos personnages vous suivent beaucoup du début de l'écriture jusqu'au point final de votre manuscrit, puis peut-être que vous évoluez en même temps qu'eux autres. Donc là, c'est rentré. Par expérience, je me rends compte que parler à un auteur de son œuvre, c'est rentrer dans son intimité. Écrire, ça se fait seul, parfois avec une plume, parfois avec un clavier, un écran. Par contre, quand on pose des questions à l'auteur, là, on les met sur la place publique un peu. Et c'est rentrer dans l'intimité de quelque chose qui est très personnel. Et Gabrielle, vu que tu t'en es presque vanté à être la plus jeune, je vais commencer par toi. C'est bien correct. Alors, Gabrielle, puis là, tu vois, j'ai amené mes exemplaires à moi. Là, je vais oser, mais vous allez les avoir à l'écran, c'est une évidence même. Clara, En désordre, c'est ton premier roman. Oui. Un tour de force que je veux pas, je vais te faire plaisir, mais Amélie Nothomb a ce pouvoir-là. En moins de 90 pages. Il faut être brillant pour faire vivre tant de choses en moins de 90 pages. Merci. Toi, tu réussis à ce que Clara, parce que je t'oublie, une fois que c'est le personnage qui me parle, j'oublie l'autrice ou l'auteur. Clara, l'héroïne de l'histoire, va faire vivre aux lectrices et aux lecteurs un vrai melting pot d'émotions de toutes sortes. En fait, il y en a pour tous les goûts. Puis, il y a des ados de tout genre, donc c'est parfait. Il est question d'anxiété, d'abandon et de ce désir si humain de vouloir tant être aimé en quelque part dans sa vie. Clara, ben, comme tout le monde, elle est deux choses. Elle est attachante et vulnérable à la fois. Ton personnage revisite en même temps que les lecteurs ses dernières années de vie, en fait, toutes ses années de vie avant le cégep. Puis elle souhaite par-dessus tout, de grâce, un renouveau pour cette étape marquante de la vie d'une jeune adulte. Gabrielle, en quoi est-ce que Clara te ressemble ou est complètement l'inverse de toi, mais surtout, est-ce que l'entrée au cégep, selon toi, c'est une période marquante pour tous les jeunes qui vont la vivre? Autre bonne question. C'est sûr que Clara est très, très proche de moi, de comment j'étais à cet âge-là. Je me suis beaucoup inspirée de comment je voyais les choses, puis des émotions que j'avais moi-même. Fait que le melting pot, c'était pas mal ça que je me souviens que j'avais en tête. L'entrée au cégep, c'est parce que, on dirait pour moi, personnellement, je me souviens qu'à chaque étape d'école, à chaque fois que je changeais d'étape, je m'attendais vraiment à gros. J'avais des attentes très élevées. J'étais sûre que tout allait changer, que j'allais devenir là, une femme mature en une journée, que les gens que j'allais côtoyer allaient tous être super plus sérieux dans les cours. Puis j'avais toujours des déceptions un peu par rapport à ça. Puis pour moi, je trouvais ça drôle de finir sur la question ouverte de « est-ce que ça va? » t'sais. Donc je me dis,
Ben pour chaque jeune, c'est sûrement différent. Tu sais, je puise dans mes souvenirs, mais j'ai connu d'autres personnes qui ne voyaient pas les choses de cette façon-là. Donc, c'est sûr que non, ça va peut-être pas, tu sais, rejoindre profondément tout le monde, mais ceux qui me ressemblent ou qui m'ont ressemblé quand j'étais plus jeune, oui, je pense que oui. Puis je me rends compte que ce que tu as abordé, puis je vais arrêter de parler d'âge, puis après, je vais m'interrompre avec Ouais. une question qui est rentrée. Mais c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont de plus en plus anxieux. Je me rends compte, et tu parles beaucoup de troubles d'anxiété. Mais en fait, Clara, je veux dire, on vit un petit trouble panique, là, une page à l'autre, des fois, avec elle. Est-ce que, comme Clara, par contre, pas pour parler des troubles paniques, mais du côté nostalgique, est-ce que tu as ce côté-là où, pas que tu vis en permanence, mais pour toi, les souvenirs te suivent toujours, puis peut-être même avant d'agir, tu vas replonger dans tes souvenirs avant de prendre une décision. Est-ce que tu as ce côté-là nostalgique, puis de revivre les émotions de ton passé? Je pense que je l'avais plus avant. Puis un peu comme Maryse en a parlé tantôt, le côté thérapeutique. Je pense que pour ce roman-là, c'était nécessaire pour moi de replonger là-dedans puis d'être beaucoup dans le passé pour exorciser, pour mettre, tu sais, une espèce de catharsis d'émotions là-dedans. Mais non, mes prochains romans sont pas tous comme ça. Puis je suis beaucoup plus dans le présent et d'anticiper autre chose. Mais c'est moins... C'est la nostalgie, peut-être. Peut-être qu'on porte toute une petite nostalgie, mais de moins en moins, je pense. Je vais quand même avoir 30 ans, là. Ça... Bon, on va arrêter sur ça. Fallait finir sur les âges, tu sais, fallait boucler. Ouais, on n'avait pas demandé de chiffres, hein, quand même. Oups. Ça, c'est délicieux. Bon, ben, continuons. Maryse Pagé, je l'ai, il y en a un exemplaire sur la table. Donc, rap pour violoncelle seul. Puis ça, pour vrai, si vous pouvez, sous la couette, le lire d'un coup, vous allez... il y a des conversations qui vont vous suivre à la fin. J'aimerais en parler parce que c'est ton premier roman publié chez Le Méac. Juste avant, si tu permets, j'aimerais faire en rafale des questions qui rentrent, qui sont aussi, entre autres... Non, Ok. mais j'ai pris le bidule qu'on m'a offert et puis non, mais c'est efficace parce que ça s'éteint jamais. Je vais d'abord lire, voir si c'est pertinent, puis après je vais partager. Non, c'est toujours pertinent. Maryse, avant de prendre parole, je vais vous laisser répondre, puis après je vais peut-être oser vous laisser répondre les autres avant que Maryse nous parle de son livre. En quoi l'enfant que vous étiez intervient ou s'illustre-t-il ou tel dans les textes que vous offrez aux lectrices et aux lecteurs? Est-ce qu'il y a une fibre de votre enfance qui est résiduelle dans les ouvrages qu'on lit ou dans certains personnages? Donc, on a pu... Maryse t'a répondu un peu, en Oui, fait. bien, pour donner une réponse courte, il y a toujours une part de moi dans mon personnage principal. Elle peut être petite, elle peut être grande, mais inévitablement, il y en a toujours une. On ne peut pas s'en sortir. En tout cas, je ne peux pas m'en sortir. Je suis d'accord avec Maryse. C'est sûr que Clara, comme je l'ai dit tantôt, était vraiment proche de moi quand j'étais plus jeune. Je pense que mes autres protagonistes sur lesquels je travaille maintenant le sont peut-être plus subtilement. Là. C'est des petites parties, puis ce sera pas toujours autant proche. Mais oui. Et Jean-François? Ça dépend de mes personnages, je dirais. Pour Chris, dans Le Boulevard, oui, évidemment, j'ai tenté oui, il y a une part de moi dans Chris, c'est sûr. Et puis, même, je pense que je suis allé chercher des souvenirs spécifiques. Des fois, il y a des scènes qui sont vraiment basées sur... parce que quand on veut... quand on a une idée de scène, d'événements, de relations entre les personnages, on se pose la question comment je vais le faire. Alors, des fois, c'est une façon facile, mais aussi efficace de plonger dans ses propres souvenirs et de voir comment on peut avoir vécu ce genre de choses. Alors, ça apporte des réponses parfois. Donc, les personnages sont peut-être jamais loin de leur créateur. Puis Gabriel, dans ton cas, vu que c'est un premier roman, tu disais que tes prochains protagonistes sont peut-être moins proches que tu l'étais de Clara. Peut-être, comme disait Marie, c'est un exutoire écrit. Tu as peut-être passé bien des choses à travers le personnage de Clara qui était très près de toi, que tu laisses peut-être la chance aux autres d'avoir leur Probablement, propre vie. Oui.
Mais je pense que tôt ou tard, il y a un petit quelque chose à travers vos personnages qui vous ressemblent. Avant de passer aux autres questions, j'aimerais revenir donc à Rap pour violoncelle seul. Ce roman touchant est un de mes genres de romans préférés où on parle de l'intergénérationnel. Ça met en scène, en fait, deux personnages bien distincts, mais deux générations tout aussi distinctes qu'on se le dise. L'un incarné par Malik et l'autre, et je l'ai noté parce que je sais que c'est Marius, mais c'est qui? La Rochelle. Marius La Rochelle. Un septuagénaire qui est en maison de retraite. Vous allez l'adorer. Ce qui est fascinant dans ton roman, c'est les dialogues. C'est pas évident de mettre, pas en dualité, mais de marier deux univers distincts parce qu'il faut pas que les dialogues soient les mêmes. Il faut qu'on comprenne que même s'il y a une séparation en deux univers, des décennies qui les séparent, ben le vocabulaire n'était pas le même non plus. En fait, la manière dont Malik et Marius parlent, leur personnalité unique jaillissent de leur dialogue. Mais comment est-ce que tu conçois les dialogues? Comment décider si telle scène va être une scène en dialogue ou plutôt en discours indirect, par exemple? Ça, c'est une bonne question. D'ailleurs, je suis en plein dans un travail présentement là-dedans parce que j'adore les dialogues. Moi, je viens de la télé, tu sais. Fait que c'est sûr que j'adore les dialogues. J'aimerais ça écrire un livre où il n'y aurait que des dialogues, mais c'est pas ça la littérature nécessairement. Puis là, je suis en train de travailler un nouveau roman où je fais l'exercice, je me fais vraiment violence de ne pas avoir de dialogue ou à peu près pas. Et c'est très différent. Je trouve que c'est complètement fou l'émotion qu'on peut passer dans des dialogues, dans des silences même. Tu sais, des fois, dans des dialogues, on met des silences aussi. Et là, le prochain livre, il n'y a pas de dialogue et j'ai peur que l'émotion ne passe pas parce que c'est, je dirais, un de mes points forts, c'est ce qu'on me dit, là. Je réussis à faire pleurer. J'aime ça, faire pleurer le monde. Non, mais sans blague, j'aime les faire rire aussi. Je vous le confirme. Mais j'aime les faire rire. Et c'est cet amalgame d'émotions, je trouve, qui fait qu'on est touché parce qu'on passe du rire au pleur. Mais bref, la question, j'ai un peu de misère à répondre à la question par rapport à ça, parce que pour moi, le dialogue, c'est... J'aime ça, faire parler mes personnages, tu sais. J'ai comme un peu oublié ta question de départ parce que je suis partie là, dans l'idée que là, présentement, il n'y en a pas de dialogue, puis je suis complètement... en fait, c'était pas loin de ça. J'aime quand tu dis la force des dialogues, puis c'était un peu ça. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'il y a des émotions que tu tiens à ce qui passe par un dialogue parce que ça serait impossible de les faire passer avec un discours indirect, par contre, la narration uniquement. Bien, en fait, entre deux personnages, c'est clair que les émotions passent beaucoup par le dialogue. Quand le personnage est seul, il va parler de ce qu'il pense, de ce qui se passe dans sa tête. Mais justement, c'est à double tranchant, je trouve. Il faut réussir à ce que le lecteur embarque dans la tête de ce personnage-là versus les dialogues où on est plus comme spectateur puis on peut quand même bien embarquer. Ben c'est pas facile tout ça. Je pourrais pas t'expliquer comment je fais parce que ça se fait, puis c'est tout, tu sais. Puis c'est une force parce que une pièce de théâtre, c'est que ça, du dialogue, bon, avec des didascalies, tout ça, mais c'est pas évident, mais ça permet un rendu émotionnel, émotif, qui peut peut-être pas se faire des fois à travers une narration. C'est dur de faire crier un paragraphe qui est narré, alors qu'un personnage peut crier. Avant de passer à Jean-François, il y a une autre question qui est rentrée, puis je vais la poser parce que sinon ça va vendre le punch de ma question que je vais poser à Jean-François à la fin, parce que ça parle de fin. Puis Jean-François, on va y arriver en parlant de finalité romanesque. Mais juste avant, pour tout le monde, moi je vais poser une question personnelle parce que j'ai le droit, après tout, c'est moi qui ai le micro. Est-ce que à travers chacun de vos livres, on peut pleurer?
puis tu as dit que tu as une force, puis je te le confirme. Mais est-ce que c'est voulu? Est-ce que vous pensez que ça fait du bien, pleurer quand on lit? Et puis ensuite, la question, puis là, on va amalgamer la question qui est rentrée, la question du public. Lorsque vous débutez votre processus d'écriture, est-ce que vous connaissez déjà la fin? Souvent, oui. Donc, tu connais déjà la fin. Pour moi, la fin est vraiment importante, puis des fois, c'est la fin que j'ai en premier. J'ai souvent comme un début, une fin. Comment je vais me rendre là après? Là, c'est ça qui va se développer. Mais je sais pas pourquoi j'ai un attachement particulier aux fins. Puis quand je lis un livre, si j'ai un frisson final à la fin, ça veut dire que c'était oui. Là, dans vos cas, j'ai eu la même chose. J'ai eu un frisson à la fin. J'ai eu une larme. J'ai ri à voix haute. Fait que, tu sais, oui. Pour moi, vos livres avaient cette capacité-là. Le mien, je ne sais pas, on dirait, parce que c'était tellement trop près de moi que celui-là, je ne sais pas. Je ne sais pas si peut-être j'ai quelqu'un de mon entourage ou que quelqu'un que je connais aurait peut-être, mais personne ne me l'a dit. Je sais que mon prochain, plus. Mais lui, je suis pas sûre. Ben, oui, je le confirme aussi. Ah, ben, OK, merci. Et vous, est-ce que faire pleurer est important? Est-ce que c'est un but, une mission? Bon, on va un peu loin. Mais surtout, si les fins font pleurer, est-ce que vous la connaissez dès le début? Je connais toujours mes fins, ça c'est sûr. Un peu comme Gabriel, j'ai besoin de connaître la fin pour écrire mon roman. Puis est-ce que je fais exprès pour faire pleurer? Oui. Non, mais regarde, non, pas nécessairement. Je pense pas que le prochain roman va faire pleurer. C'est drôle parce que puis ça me dérange, on dirait. Je le trouve peut-être, c'est parce qu'il est trop intellectualisé ou... ça me dérange, mais en même temps, je suis allée vers autre chose. J'ai eu envie d'essayer autre chose. Puis, advienne que pourra, mais quand les gens me disent qu'ils ont pleuré, je suis contente. Est-ce que c'est un peu mission accomplie? Bien, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Je pense pas que ce soit pensé. C'est juste que quand je regarde un film, quand je lis un livre, si je suis touchée au point où je vais avoir des larmes, je me dis, oh, oui, mission accomplie pour l'auteur. Donc, si je réussis ça, ben, ouais, tant mieux. Tout à fait. Oui, parce que je pense... Moi non plus, je pense pas que j'y pense. C'est que je dis, je vais écrire ça dans le but. C'est pas ça, mais c'est qu'après, quand je le fais lire, si quelqu'un me dit « Wow, là, j'ai vraiment été touchée », puis que là, le commentaire revient, mais c'est sûr que pour moi, je suis vraiment contente. C'est de savoir un faire plus. vivre une émotion forte au lecteur et à la lectrice. Et toi, Jean-François? Il n'y a pas d'intention comme telle, mais une chose est sûre, c'est que je vais avoir du plaisir en écrivant. C'est un processus qui est extrêmement long. Alors, si moi-même, je ne vis pas d'émotion en écrivant, je ne sais pas pourquoi je le fais. Alors, je pense que je ne pense pas vraiment aux émotions du lecteur quand j'écris, mais je vis les miennes. Et puis, finalement, je crois que quand on peut... quand on se fait pleurer soi-même en écrivant, je pense que c'est un bon signe. Et c'est vrai qu'il y a une satisfaction à vivre ces émotions-là, effectivement. Alors oui, je pense qu'il y a une certaine recherche. C'est pas une recherche d'efficacité pour de faire pleurer les autres, c'est sûr, mais je pense que chaque auteur définit ses propres balises, ses propres... et puis voilà, dans les miennes, je me dis, ben moi, si je vis des émotions, les autres peuvent en vivre, mais l'objectif premier est cette espèce de plaisir à écrire, à vivre des émotions. Je pense que c'est pour ça qu'on écrit, puis c'est pour ça qu'on lit aussi. Si on lit, on ne vit aucune émotion, sans doute que c'est... Non, l'expérience n'est pas la même. n'est pas la même, voilà. Bon, ben je vais continuer avec toi, Jean-François, si tu permets. Avant qu'on parle, on parlait de finalité, de connaître les fins. Les avenues, donc je vais mettre la caméra, mais il va en avoir d'autres. C'est juste un livre parmi 3 qui marque la fin d'un cycle littéraire, touchant, inoubliable, qui met en scène Chris, que j'oublierai jamais, qui vit avec un handicap intellectuel, mais qui est tellement tout plein d'autres choses que ça. C'est pas ça qui le définit.
Le jour de ses 18 ans, on va se le rappeler, Chris a été abandonné par sa mère. On parle ici de l'abandon et vraiment une thématique qui rejoint beaucoup ton univers dans Clara en désordre. Puis là, je les ai mis ici, donc ça, je vais oser tout défaire. Voilà. Alors, je vous parlais du boulevard. Chris redéfinit avec le boulevard c'est quoi une famille. De par ses rencontres qu'il va faire, il redéfinit vraiment c'est quoi le concept d'une famille qui est un noyau de sécuritaire de gens dont tu as besoin. Lui, il fallait qu'il en trouve. Vous le savez, le temps va vite dans la vie. Ça va la même chose pour Chris. On est rendu maintenant au carrefour. Il se retrouve maintenant à 20 ans en appart. Boulot de concierge. Oui, boulot de concierge. Ce qu'il sécurise, c'est la vie rangée. Sa petite vie rangée, c'est pas métro, boulot, dodo dans son cas, mais c'est assez rangé. Ça va être de courte durée, parce qu'il arrive de quoi qui va un peu chambouler le tout. Alors, sa vie sécurisante ne l'est plus autant. Et là, il est où? Voici. Avec maintenant encore les avenues, c'est aussi l'arrivée du petit Joseph. Puis je veux pas trop en dire, mais Chris, il a pas lâché l'espoir de retrouver sa mère et surtout en se disant, peut-être que là, si elle sait qu'elle a un petit-fils, à rigueur, elle se dit peut-être que je vais mériter qu'elle m'aime moi puis qu'elle daigne revenir. C'est méga bouleversant, je veux pas trop en dire parce que je pense que les lectrices et lecteurs doivent le découvrir. Chris, c'est un personnage qui est tout sauf ordinaire. Même à sa manière, il est extraordinaire, selon moi. Il réussit à poser un regard très philosophique sur la vie malgré son handicap. À quel moment, dans ton processus d'écriture, même en commençant la trilogie, est-ce que le ton juste pour Chris est arrivé? C'est-à-dire, tu t'es dit, quand j'écris, OK, il faut qu'il s'exprime de telle façon, il faut qu'il agisse, il faut qu'il réfléchisse de telle façon. Ou est-ce que c'est venu naturellement? En écrivant, il se passe toujours des petits miracles là, que j'appelle, c'est-à-dire des choses qui n'existaient pas, puis à un moment donné, ça existe. Et puis, Chris, j'allais chercher sans savoir ce que je cherchais, que je le cherchais lui. Et puis, pour le boulevard, en fait, c'est ça. J'ai tenté plusieurs approches, c'est un roman qui m'a donné du mal à trouver le bon ton et trouver le bon personnage. Et puis, à un moment donné, je l'ai trouvé. Je ne pourrais pas t'expliquer comment, pourquoi, mais il est né à un moment donné. Et puis, quand il est né, je savais que c'était avec lui que j'avais le goût de poursuivre, qui pourrait me mener jusqu'au bout de ce projet-là. C'est un peu un accompagnement. Hein? On accompagne ce personnage-là, à plus forte raison peut-être Chris, qui a besoin d'accompagnement dans la vie, qui n'est pas tout à fait autonome. Alors, voilà. Est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un, Jean-François? Non, mais j'aime dire que Chris, c'est moi, mais en mieux. Alors, je me suis un peu inspiré de certains aspects. Évidemment, on s'inspire toujours de soi-même. Un petit peu il y a tout le temps un peu de nous dans nos personnages, mais voilà. Mais non, j'ai pas pour répondre à ta question, je connais personne là, de près, là, j'ai pas de proche avec une déficience intellectuelle. C'est beau ce que tu as dit, c'est de tenter de mettre de l'avant un personnage qui est, de par qui il est, vulnérable, puis d'oser dire que c'est toi, mais en mieux. C'est quand même beau à dire, ça. Ouais. Puis, bon, le boulevard, le Carrefour, et je te rappelle, le Carrefour, je l'avais dit au début à propos de la collection Le Méac, le Carrefour, c'est un des livres qui a remporté le prix Jeunesse des libraires du Québec en 2019. Les avenues, c'est bien ceux-là, sont tous jaunes, hein, des fois, je ne sais plus c'est quel que je tiens. Les avenues marquent la fin de la trilogie romanesque de Chris. Maintenant que la trilogie est terminée et que tu as eu le temps de prendre un peu de recul, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de cette trilogie? Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle porte comme message? Ouais. Beaucoup de choses, en fait. Je vais essayer d'être bref. On a tous besoin des autres, je pense. Chris, évidemment, dans ce livre, a besoin des autres, parce qu'il n'est pas complètement autonome, comme je le disais. Mais les autres ont tout autant besoin de lui, en fait. Et c'est ça que j'aimerais qu'on retienne, en fait. C'est qu'on a tous besoin des autres. On est des êtres sociaux. Et puis, la présence des autres est importante.
Et puis je pense que depuis dans les derniers mois, on le comprend très, très bien, chacun d'entre nous, comment les autres, comment les relations humaines sont fondamentales dans notre vie et puis qu'elles peuvent nous manquer. Alors voilà, je crois que c'est un livre qui parle beaucoup de solidarité, d'entraide, de rapport à l'autre. Et je pense que l'ensemble de mes livres, finalement, parlent un peu du même sujet avec des angles un peu différents. Je ne vais pas dire que je me répète, mais je pense que chaque auteur a un peu ses thèmes récurrents qui... voilà. Alors, ce sont... Chris, on se plaisait à le retrouver tel qu'il était à travers chaque livre, donc c'était plaisant qu'il revienne comme il était. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Je me permets de me tourner vers vous. Gabrielle et Maryse, est-ce que l'autre est tout aussi important que le personnage principal dans votre livre? Puis souvent, l'autre, c'est plus d'un. Est-ce que votre personnage principal dans votre livre peut être qui elle est, qui il est, sans l'accompagnement de l'autre, des personnages, des autres protagonistes de vos livres? Est-ce qu'ils sont tout aussi importants? Dans le cas de Rap pour violoncelle seul, c'est clairement les deux, le duo. C'est sûr que ça se passe du point de vue de Malik, le jeune qui a 15 ans, mais c'est vraiment le duo improbable de Malik et Marius, qui lui a 76 ans. Puis non, il peut pas... puis par rapport au thème, moi, mon thème de prédilection, comme tu dis, Jean-François, on en a toujours un. Moi, ça a toujours été les relations intergénérationnelles. Et il y en a toujours eu, mais comme en deuxième plan. Et là, j'ai eu envie de dire, OK, bon, tu veux parler de ça? Ben go, parle-en, puis fais-en vraiment une histoire. Puis l'idée, c'était vraiment de... Je dirais de dire, on a tendance dans la vie, et c'est normal, à vouloir s'associer avec des personnes qui nous ressemblent, en amitié, en amour, un peu partout au travail. Et pourtant, c'est complètement fou ce que des personnes complètement différentes à l'opposé de nous peuvent nous apporter. C'est un peu le message que j'avais envie de transmettre dans ce livre-là. Tout à fait. Et toi, Gabrielle? Je pense que la voix des autres personnages dans ce livre-là est peut-être moins en premier plan, mais clairement, ça a une portée, tu sais, juste dans justement le manque ou la quête que Clara a des autres, du regard des autres, de l'amour des autres. Donc, oui, les autres sont très importants. C'est ce qui crée un tout, j'imagine. Parlant de personnages, je vais reprendre la tablette virtuelle SLM 2020 pour vous poser la question suivante. Vos personnages, qu'ils soient des personnages principaux, des personnages secondaires ou des personnages de passage, même si c'est une infirmière qu'on voit 10 secondes, qu'on lit pendant 10 secondes, est-ce qu'ils vous habitent? Et même une fois que vous avez posé votre crayon, que le manuscrit est déposé et que commence l'interminable travail de révision et tout autre, est-ce que vos personnages continuent à vous habiter? Sont-ils part de vous, alors, une part d'altérité en vous-même? Tu veux pas commencer, hein? Je te vois. Marie, c'est ce qu'on peut aussi. Je répondrai là-dessus que ce qui est très spécial, c'est que, bon, une fois qu'on a terminé le livre et qui est publié et tout, en général, on est déjà sur autre chose, on est déjà en train d'écrire un autre livre. Et ce qui fait vivre les personnages, ce sont les lecteurs qui nous écrivent. Et surtout, ce que j'apprécie particulièrement, c'est les commentaires des lecteurs qui nous parlent d'une situation ou de nos personnages. Puis parfois, nous-mêmes, on ne l'aurait pas vu comme ça. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Un peu comme une peinture, il y a un peintre qui va peindre son œuvre, puis lui, c'est ça qu'il ressentait au moment où il le peint, mais il y a plein de monde qui vont la regarder, vont l'interpréter de façon différente, qui sont tout aussi bonnes. Une fois qu'elle est accrochée au mur, elle appartient à celui qui la regarde, la peinture. Donc, c'est bien dit, ça. Vous avez des belles surprises quand, j'imagine, on vous lit, puis c'est une autre interprétation. Est-ce que vous avez tendance à dire « Non, c'est pas ça que je voulais dire » ou justement, ça t'appartient? Moi, je suis très ouverte au retour. J'aime beaucoup ça, avoir d'autres visions. Je vais pas me prononcer comme « Mais c'est pas ce que je voulais dire ».
mais c'est sûr que ça peut devenir une discussion de « Ah, c'est intéressant parce que c'est pas ce que j'avais en tête, mais cette nouvelle façon de voir les choses-là, je l'aime. » Puis oui, je pense que les personnages, un peu, j'ai l'impression qu'on les relâche, on les laisse aller, tu sais. Puis après, ben ils vivent dans le regard des autres, justement, puis quand on en reparle, comme aujourd'hui, en fait. Mais c'est vrai parce que moi aussi, tu sais, je suis passée à autre chose, mais quand je les retrouve, ben ils m'habitent encore en arrière-plan, si on veut. Maryse, tu voulais rajouter quelque Ben chose? non, je suis d'accord. Et puis, il faut... On continue de les aimer, je dirais. C'est important parce que si on les aime plus, il faut se poser des questions. Toi, Jean-François, ils vont te suivre longtemps, surtout un. Oui, Chris en particulier, ben oui, hein, il a fait partie de ma vie pendant 6 ans environ. Et puis, c'est aussi le nombre d'années que lui... que lui vit dans la trilogie, c'est environ 6 ans. Alors, je l'ai bien accompagné, je pense, dans tout ça. Et lui aussi m'a bien accompagné pendant 6 ans. Il peut s'en passer des choses dans une vie. Alors, je crois que quand je l'ai laissé à la toute fin, je pense que j'étais prêt à le laisser, que lui aussi était prêt à prendre son envol. Et puis... voilà, et je pense que les gens, effectivement, prennent de mes personnages qui veulent bien en prendre, et puis c'est parfait comme ça. Oui. Ben merci beaucoup. Puis, avant de passer un peu à des questions du public, il fallait que je vous en demande une dernière une question ouverte. En tant qu'autrice et auteur, à quel moment dans votre processus de création savez-vous que vous détenez un sujet? Parce que j'imagine qu'il y en a plein dans vos têtes à toute heure du jour, que ça pourrait être telle histoire, ça pourrait faire plein d'affaires qui peuvent donner une bonne histoire. Mais à quel moment est-ce que vous savez que vous détenez un sujet qui vaut réellement la peine qu'on lui dédie plusieurs mois, plusieurs années de travail? En somme, qu'est-ce qui fait qu'un sujet peut devenir une bonne histoire de fiction, même si on pleure, si on rit, c'est de la bonne fiction? À vous. Oh, la grosse question. Premièrement, on ne le sait jamais. On ne le sait pas. En tout cas, de beaucoup d'auteurs que j'ai rencontrés, même, je dirais, j'oserais dire la plupart, on doute toujours. On ne sait pas si c'est bon. Personnellement, si tu me demandes quand je pense que j'ai une bonne histoire, c'est bien avant de commencer à l'écrire. J'y pense des semaines, des mois. Je dois vivre avec, je dois me intégrer l'histoire, le personnage dans ma tête avant d'être convaincue de pouvoir m'asseoir et de commencer à écrire. Ça m'est arrivé une fois de pas assez réfléchir, de commencer à écrire et d'abandonner. Donc, j'ai pas envie de ça. Donc, j'y pense vraiment beaucoup, beaucoup avant de commencer le travail d'écriture. D'accord. Je pense qu'on a des façons différentes de procéder. Donc, ça peut être un éventail de possibilités. Mais moi, vu que je commence souvent par écrire, j'écris des idées qui me passent par la tête et après, je planifie. Parce que je planifie jamais avant. Je planifie juste en cours de route. Que là, je vais me dire, OK, chapitre 1, on parle de ça. Donc, tu sais, je sais pas. Tu lances des idées par écrit, Ouais. puis à un moment donné, tu vois que, oups, ça peut s'amalgamer pour te donner, puis là, tu pars... Puis on dirait que c'est en voyant que je suis capable d'écrire une 30aine de pages dans une journée, une semaine, disons, puis que je suis vraiment toujours en train d'y penser, que là, je me dis, ben là, oui, ça vaut la peine de continuer, mais c'est sûr que moi aussi, il y a des moments que pendant 1 mois ou 2, je le laisse de côté, puis je suis comme, je sais plus ce que je veux dire avec ça, mais en le reprenant après, ça continue. Donc, non seulement c'est instinctif, savoir quand on écrit, mais c'est aussi, c'est émotionnel, c'est selon Vraiment, l'émotion du moment. Je pense pas qu'on peut faire autrement. Jean-François? Oui, la notion de doute, en effet, je pense qu'elle est importante, puis on n'est jamais convaincu de notre affaire, je pense, et puis que c'est finalement beaucoup plus... c'est ça, c'est une activité quotidienne, l'écriture. Alors, c'est en écrivant que finalement tout ça se met en place. Parce que l'idée de base, souvent, ça se réduit à pas grand-chose. Puis, par exemple, pour le boulevard, OK, Chris, 18 ans, qui a une déficience intellectuelle, sa mère le quitte, tente de chercher de trouver son autonomie. Bon,
Est-ce que vraiment, je peux me dire, cette idée vraiment va me conduire, pas nécessairement, c'est comment on le fait ensuite. C'est vraiment dans le comment. Alors ça s'appelle du travail quotidien, d'écriture, puis c'est en l'écrivant, c'est en le ressentant. C'est là qu'on peut, jour après jour, il y a quelque chose qui se bâtit, qui se construit, qui solidifie aussi, et qui se clarifie dans notre tête, et puis on avance comme ça, jour après jour. Ouais. Donc, ça se bâtit, puis chose certaine, c'est que ça nous suit. Et évidemment, avant de remercier les gens qui sont super nombreux, même si on ne les voit pas, on va passer à quelques questions. Puis avant de remercier, de rappeler vos livres, évidemment qu'on invite les gens à se procurer, à lire et à relire, parce que il y a des livres qu'on donne, tu sais, un roman policier, bon, tu sais comment ça finit, c'est rare, tu vas le lire 2 fois, là, on s'entend. Des livres qu'on donne, mais vos livres, j'ai tendance, au nombre de livres que je reçois, de les donner, mais je suis pas capable, parce que je sais que je vais les relire, puis je sais comment va falloir que je me sente pour me dire, je me sens comme ça, je vais aller retrouver. En fait, c'est vos personnages que je vais vouloir retrouver. Bien entendu, votre écriture, votre style, mais vos personnages deviennent si humains, puis c'est la force aussi je trouve, qui émane de la collection des romans de Leméac Jeunesse. Alors, chers amis, quelle portion de votre écriture, je vais modifier la question, quelle portion de votre temps, parce que c'est le temps, le fléau du 21e siècle, doit être consacrée à la recherche avant l'écriture? Est-ce que vous avez été apporté à faire des recherches, par exemple, sur l'handicap ou autre chose, avant de passer à l'écriture, ou est-ce que c'est vos personnages qui vous ont tout appris en cours de route? Je pense que ça dépend du sujet. Parce que moi, dans mon cas, j'ai pas fait de recherche, sur Google. j'ai pas cherché un sujet en particulier. Mais pour d'autres romans, oui, il y a une partie qui est de la recherche. Puis il y a aussi beaucoup de conversations avec d'autres personnes. Et aussi, moi, personnellement, j'aime habituellement écrire dans des cafés. Et je collecte en même temps ce qui se passe autour de moi. Je capte des choses, Ça m'inspire. C'est de la recherche pour moi. Oui, on est fouine un peu, hein? Mais ça permet ça parce que tu écris de ce que tu as vécu, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, puis les conversations de café, c'est vraiment du bonbon la comme meilleure inspiration. nourriture, là. Oui. Puis malheureusement, c'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir aller espionner, mais qu'on se rappelle, c'est une bonne source. Maryse? Moi, il y a beaucoup de recherches. Oui, je fais beaucoup de recherches. Je dirais plus pendant qu'avant, parce que parfois, mes personnages m'amènent quelque part, puis je veux parler d'un sujet, ou puis je veux pas dire n'importe quoi. Même si c'est de la fiction, il faut quand même, tu sais, il y a des trucs qu'il faut... quelle proportion, ça, je suis incapable de le dire, mais j'en fais beaucoup. Je suis recherchiste dans la vie, en plus. Fait que c'est ça. Mais quelle proportion? C'est ton quotidien, quoi. Oui, c'est ça. Et Jean-François? Non, je ne fais pas de recherche avant, pendant, oui, quand même, parce qu'on en vient à se poser des questions nécessairement. Il se passe telle chose, c'est de tel lieu, c'est quoi ce lieu? Alors, j'aime bien me déplacer aussi, aller voir des choses, aller voir des lieux. Il faut le vivre aussi. Alors, oui, j'ai évidemment pour Chris qui a une déficience intellectuelle, j'ai aussi communiqué contacté des gens avec une déficience ou sans déficience, des gens qui travaillent avec eux, alors avec les gens qui ont une déficience. Alors, voilà. Ouais. Puis j'imagine, c'est important, puis je le répète, puis je parle à des convaincus, mais quand on a un doute, on fait une petite recherche, surtout quand on ne veut pas mettre n'importe quoi dans les mains d'un ado, d'un enfant. Donc, il y a un travail rigoureux, peu importe le lectorat qu'on vise derrière le travail d'écriture. Je rajouterais que la littérature, c'est pas l'importance, c'est pas tant le réalisme que la crédibilité, en fait. Ça reste de l'invention. Alors, il faut faire attention à ça aussi. C'est-à-dire, on n'écrit pas des essais, c'est de la littérature. On me demande, Chris, qui a une déficience intellectuelle, est-ce que vraiment
c'est réaliste? Est-ce qu'il est comme ça? Je dis, mais c'est Chris. Pourquoi il serait différent? Oui, ça reste des gens uniques. Ça reste tu sais. des gens uniques. C'est comme je te dis, toi, comme personne qui n'a pas une déficience intellectuelle, es-tu représentatif? Tu vas dire, ben, je suis moi-même. Alors, c'est vrai pour Chris aussi. Alors, ouais. Oui, puis il n'y a pas à être autrement de qui il est. Comme vos personnages. Ouais, mais est-ce que tu t'es assuré que c'est vraiment des troubles paniques, qu'elle souffrait, ton personnage, parce que cliniquement, est-ce que c'est... Garde elle-même. Ce qu'elle vit, c'est ça. Puis je pense que C'est représentatif de la c'est réalité, je trouve. représentatif. C'est vraiment... on est tous uniques et on vit des choses uniques. Ça humanise vos œuvres, tant vos personnages que l'œuvre au complet. Alors là, il nous reste... Je voulais juste rajouter Bien aussi sûr, que Jean-François. la question du thème aussi, c'est-à-dire mon roman ne parle pas de déficience intellectuelle, ton roman parle pas c'est pas des essais sur un sujet. Non. Alors le sujet nourrit nos œuvres, mais ils se réduisent pas, les œuvres se réduisent pas à des sujets, à des thèmes. Mon roman n'est pas un livre sur la déficience intellectuelle. Pas du tout. Puis Ouais. comme je disais au début, Chris, c'est pas il est tellement tout plein d'autres choses Tout à fait. que ça, c'est ce qui fait qu'il est lui. Si vous permettez, je vais vous poser quelques questions du public qui sont bien au rendez-vous. On est ravis, premièrement. Ah bon, ça, c'est pas mal. Alors, il y a une école qui nous suit, l'école Saint-Jean-Baptiste. Et le groupe 203 de l'école Saint-Jean-Baptiste veut savoir, je trouve ça charmant, Bonjour, le groupe 203. de l'école Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans la création d'un roman? Est-ce que c'est le début? Est-ce que c'est inventé? À vous? C'est pas évident comme question quand C'est même. pas C'est évident. très C'est bonne une excellente question, en fait. Oui, c'est une excellente question. L'assiduité, la persévérance, comme dans un peu n'importe quoi. Tu sais, l'écriture, c'est un peu comme un sport. Un sport, bon, pas un sport extrême, un sport, une discipline sportive. Alors voilà, si on veut Est-ce que c'est quotidien? pour moi, oui, en gros, essentiellement, idéalement, disons. J'aime bien quand c'est quotidien, c'est pas... Alors, c'est ça, chaque jour, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne, mais chaque jour, on y va. Il y a des journées qui sont... On n'est pas bon du tout, ça fonctionne pas, on peut effacer, on peut arrêter, mais je crois que c'est cette... continuité-là, ce rythme-là qui nous permet finalement de... c'est ça qui est difficile, en fait, c'est de garder Cette constance. cette constance-là pour en arriver finalement à... Mais c'est un un entraînement. livre. Ça, c'est bien de le dire. Je Je pense pense que que les enseignants qui t'écoutent aiment ça que tu C'est dises. un entraînement. Aiment Ouais. bien ce que tu dis. Et vous, est-ce que c'est quotidien aussi? C'est Ben, routinier? Et je dirais que, justement, ce qui est le plus difficile, c'est que si on n'a pas eu cette discipline-là, par exemple, dans les derniers jours, les dernières semaines, là, c'est difficile parce que là, ça fait, mettons, 4 jours que tu n'as pas visité ton livre, 2 semaines, des fois. Ça m'est arrivé récemment, 1 mois. Et là, tu rembarques, tu essaies de rembarquer dedans et tu dois tout relire pour être raccord. Et ça, c'est difficile. Donc, la discipline est importante. Hein, groupe 203, Gabriel. C'est clairement important. Moi, ce que je trouve difficile, c'est que des fois, on n'a pas les mêmes moments où on est le plus productif. Puis moi, c'est plus en avant-midi ou dans la journée. Mais souvent, je travaille parce que j'ai un autre emploi. Donc, c'est ça qui est difficile. Si, tu sais, j'avais vraiment mes journées au complet pour faire ça, je pense que je produirais beaucoup plus rapidement. Mais je trouve que déjà, je m'en sors quand même parce que ça continue malgré tout. Mais oui, ça prend une discipline. Puis des fois, j'ai l'impression que j'ai comme une semaine que j'en fais chaque jour pendant 5 heures par jour et des fois pendant 3 semaines, rien. Mais je prends des notes dans mon téléphone. J'ai toujours un peu la tête là quand même. Donc, quand j'arrive pour m'asseoir, ben, j'ai un peu de préparation quand même. Puis c'est bien ce que tu dis parce que les ados puis les jeunes adultes d'aujourd'hui souvent travaillent. Sinon, ils ont plein d'activités puis ils manquent de temps comme n'importe quel adulte. Mais je pense qu'ils sont jamais trop jeunes pour écrire des idées. Pour que plus tard, ça peut devenir autre chose puis qu'on revisite nos idées comme Clara revisite ses souvenirs. Puis peut-être que pour eux aussi, ça peut donner un roman. Mais quand on parle
de temps puis que c'est quotidien. Puis là, si vous en vouliez une toffe, elle s'en vient. Justement, vu que le manque de temps, c'est le fléau du 21e siècle, comment est-ce que vous réussissez à faire de la place pour le temps d'écrire dans vos vies? Est-ce que c'est vos vies? Est-ce que vous avez d'autres occupations? Comment est-ce que vous trouvez le temps d'inclure cet exercice quotidien-là dans vos vies si occupées? Mais moi, je répondrais est-ce que c'est toujours les jeunes du groupe 203? Écoute, je le sais pas. En tout cas, bref, quand tu aimes quelque chose dans la vie, là, tu trouves le temps de le faire. Si tu aimes jouer au basketball, tu vas trouver le temps de le faire. Et ben c'est aussi niaiseux que ça comme réponse, mais on finit par trouver le temps parce qu'on aime ça, puis si ça embarque sur quelque chose d'autre qu'on ne fera pas, ben ça va être ça parce qu'on... Ben, en tout cas, je parle pour moi, mais je pense que c'est pareil pour vous. Quand c'est ta passion, quand c'est un besoin, c'est un besoin qu'on a d'écrire, on va trouver le temps, on va se coucher plus tard. Ben, dans mon cas, parce que j'aime pas me lever tôt, mais c'est ça. Toi aussi, tu vas te coucher plus tard? Oui, ou me lever plus tôt. Mais c'est sûr, tu sais, quand c'est une passion, comme tu dis, c'est que le faire, c'est agréable. Tu sais, je m'assois pas en disant « Ah, tu sais, il faut que j'écrive aujourd'hui. » Tu sais, je trouve ça passionnant et j'aime ça, puis ça me fait du bien de le faire. Puis quand j'ai trouvé une bonne idée ou que j'ai vraiment bien développé, ben je me sens bien. Tu sais, donc, je vais le faire. Oui, je vais le mettre en place. Et toi, Jean-François? Ben, c'est très juste, en fait. Écrire, c'est pas un devoir, c'est pas une tâche qu'on est obligé de faire. Personne nous oblige à le faire. Alors, ça doit venir de nous, de notre volonté en premier lieu. Il y a des jours plus difficiles que d'autres, c'est évident, mais il faut le faire. Il faut le faire, tu as bien raison. Puis ça me permet de dire, je pense, il y a des lecteurs de tous les âges, je pense, qui nous écoutent en ce moment, de tous les niveaux et qui aiment lire. Puis il y en a pour tous les goûts. C'est ce qui est génial avec la littérature. Marie, tu as dit quelque chose de brillant. Quand tu veux écrire, tu trouves le temps pour écrire. Il y a quelques années, à une remise de prix littéraire, la comédienne Pascale Monpetit a dit au public « Quand on veut lire dans la vie, on trouve le temps de lire. Si tu veux faire ton face machin le soir pendant 1 heure, ça revient à des choix. Donc, on choisit, mais quand on veut, on trouve le temps pour faire ce qui nous passionne, ce qui nous tient à cœur. Alors, c'est le temps de vous dire merci, chère autrice, cher auteur. J'aimerais vous remercier et je vais faire mes devoirs, comme on me dit de le faire. Alors, je les présente où? Gabrielle Delamère, qui a été présente avec nous. Merci d'avoir présenté Clara en désordre et les coulisses de la vie de Clara. Maryse, merci infiniment d'avoir fait rire et pleurer à travers grand plaisir. Cette histoire intergénérationnelle, donc rap pour violoncelle seul. Et mon cher Jean-François, la fin de la trilogie de Chris. Ça s'appelle pas la trilogie de Chris en passant, mais c'est comme ça que je l'ai nommé. Donc, Les Avenues. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à la collection Le Meillac Jeunesse, qui depuis 10 ans publie des livres émouvants, poignants. Et félicitations pour vos 10 bougies. Surtout, j'invite les gens qui nous ont écoutés à découvrir, à redécouvrir. Peut-être si vous les avez déjà lus, vous allez les relire autrement après cette table ronde. Je vous invite surtout à rester à l'affût pour les autres activités virtuelles pendant le Salon du Livre de Montréal. Je vous souhaite un bon salon du livre, pardon. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, s'il y a une dernière question de dernière minute, il nous reste quelques secondes. Sinon, je voudrais vous remercier personnellement parce que j'ai tout lu. Tu le sais comment j'apprécie tes livres. Ça m'a bouleversé. Ton livre, je l'ai acheté 4 fois. À l'offrir à 4 personnes, 2 ados et 2 personnes âgées. Je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour lire une belle histoire. Vos livres, Clara devrait se trouver dans toutes les mains des jeunes qui rentrent au cégep. Ça devrait être, tu sais, on te remet ta carte étudiante, on te remet ce livre-là en même temps. Puis même avant, on part de la maternelle avec son ami qui ne l'est plus. Puis vos livres, si c'est moi qui ont su émouvoir, je ne peux pas être le seul. Donc, je vous remercie.
Chers amis, je vous souhaite un bon voyage de lecture à travers ces livres, ces romans, puis surtout que votre voyage de lectrice de lecteur ne s'arrête jamais. Bon salon virtuel. Merci, merci. À très bientôt.